Alors, on reprend. Vous avez organisé les objectifs, c'est formidable. Eh bien, je vais vous proposer maintenant de un petit peu moi comment j'ai vu les choses. Après, c'est pas non plus c'est ma façon hein, de prendre en main ce projet, de reprendre en main, parce que alors peut-être certains d'entre vous, on verra la réaction, mais vous avez peut-être trouvé ce projet adapté, pas, ou il manquait des choses, ou il y avait trop de choses. Ben justement, on va en parler rapidement. Euh, et c'est parti. Alors, pour moi, je les ai classés donc en deux catégories. Donc bien sûr les objectifs généraux. Pourquoi? Alors, vous avez vu, j'ai réduit le nombre d'objectifs, hein, maintenant il n'y en a plus que 8, et encore peut-être encore pu réduire. Alors, tout d'abord, moi j'ai mis découverte et maintien du lien avec l'environnement extérieur pour les objectifs généraux, hein, puisque pour moi, bah, c'est quelque chose vers lequel on tend tout le temps, c'est-à-dire nous-mêmes. On cherche à découvrir le monde, hein, c'est ça, l'idée, c'est explorer le monde. Et ça, c'est une quête sans fin. C'est impossible. On ne peut pas être omniscient, c'est-à-dire on ne peut pas, euh, comment dire, connaître tout sur tout. C'est impossible. Donc c'est une quête, c'est un horizon qui n'a pas de limite. Donc l'environnement extérieur, c'est large. Ensuite, favoriser les liens sociaux et l'expression des résidents. Là, donc, avant, on était sur le monde extérieur, là, on est sur le lien. Ben, effectivement, le monde, le parcourir, ben, ça permet de créer des liens. Et aussi, l'idée, peut-être, c'est de favoriser l'expression, justement, hein, ce qui n'était pas évoqué dans la première mouture des objectifs, c'est-à-dire qu'on avait évacué l'idée que les personnes pouvaient s'exprimer. Bon, alors, pour moi, où est la dimension éducative du coup? Si c'est juste pour aller faire marcher les gens et les rentrer, et les faire dormir, pour qu'ils se sentent mieux, bon, voilà, moi je ne vois pas de caractère éducatif. Enfin, ça peut, dans ce cas-là, autant que ça soit pris en charge par un éducateur sportif, par exemple, vous voyez? Alors, du coup, j'ai rajouté l'expression. Améliorer la confiance en soi. Alors, je crois que là, on a tous à travailler sur cette notion. Qui peut garantir qu'il a 100% confiance en lui? Enfin, le soi, c'est une notion. Il y a le moi, il y a le soi, hein. Être soi-même, soi-même, ça veut dire qu'il y a le soi-soi, hein, il y a le double soi, il y a le soi-moi, c'est-à-dire ce que on pense être. Ce que les autres disent de nous, c'est un moi très encombrant, le moi soi. Et ensuite, il y a le deuxième soi, le soi qu'on cherche à découvrir de nous-mêmes, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle justement l'image, travailler l'image de soi, du soi. C'est-à-dire, et c'est à partir du moment où on réconcilie ce moi et ce soi profond, inconnu encore, mais pourtant qui est là, qui est notre espérance profonde, nos attentes profondes, peut-être ce qu'on cherche, c'est la quête de notre existence. Euh, donc, vous voyez, c'est un travail très bon. Là, je vous faisais part un petit peu de notions philosophiques, psychologiques, le moi, le soi. Je pourrais aller du côté de Freud aussi, le, le moi, le surmoi, le ça, l'inconscient, le conscient, le préconscient, etc. Ça aborde un petit peu le même domaine, mais c'est quelque chose qu'on travaille tous. Donc c'est là aussi un horizon qu'on ne peut pas atteindre. Voilà. Même si à un moment, la confiance en soi, bon, on commence à la gagner, à la sentir, à pouvoir, je sais pas, prendre la parole devant une assemblée, par exemple, ça peut être un indicateur. Mais c'est jamais définitif. Vous voyez, j'ai réduit à 3 objectifs généraux qui me plaisent bien. D'abord, le monde, les autres et soi. Hein. Moi, je résume un petit peu les toujours. Il y a moi, il y a les autres et il y a le monde. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Ensuite, les objectifs opérationnels, bon, pourquoi faire concrètement? Ben, moi, là, vous voyez, je vais être très pragmatique. Première chose, c'est on veut sortir à l'extérieur, eh bien, on va permettre aux personnes de se repérer dans l'espace à l'aide d'une carte de la région. Puisque là, c'est une activité régionale, si je reprends en lien avec le patrimoine,
Voilà, j'ai évacué la notion de patrimoine parce que je me suis dit, bah, après tout, qu'est-ce que ça veut dire le patrimoine? C'est des bâtiments, c'est des paysages, c'est une notion qui balaye large aussi. Donc, du coup, par contre, j'ai gardé l'idée de région parce que bon, c'est accessible. Une carte nationale, ça aurait été un peu plus compliqué. Je pars aussi du principe que les personnes, ben, ça peut leur permettre de se projeter, de projectum, jeter des choses vers l'avant de leur visite, puis aussi peut-être dire, ah, tel lieu, on l'a pas encore fait, j'aimerais bien aller aux ortillonnages, et ensuite, ah, ben, si on allait un petit peu plus loin, voir le château de Pierrefonds, et ainsi de suite, ça permet de donner, de projeter des choses. Ensuite, on a partagé un moment de convivialité. Ben, ça, c'est très important. C'est-à-dire que concrètement, on y est. Et nous, on s'engage à le partager avec notre présence, notre bonne humeur. Donc là, du coup, c'est opérationnel. Là encore, si on voit que les gens qui passent un bon moment, eh bien, on le note. Et c'est acté. Voilà. Ensuite, pratiquer une activité physique de plein air. J'ai un peu résumé un tas de choses là, qui étaient plutôt d'ordre voilà, quasiment sportif, quasi médical, enfin, bon, qui avaient pour moi peu d'intérêt. Déjà, bah, pratiquer une activité physique de plein air, on la pratique ou on la pratique pas. La personne sort ou elle ne sort pas. Voilà, c'est concret. Hein. Si la personne va en activité promenade, bah, elle pratique une activité physique de plein air si c'est en extérieur. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ensuite, il y a utiliser. Là, j'ai rajouté les objectifs. Parce que je me suis dit très bien, ils se baladent, ils font fonctionner leur corps, mais qu'est-ce qu'ils en gardent d'un point de vue éducatif? Et c'est là que j'ai réintroduit un petit peu la notion d'expression. Donc là, je propose d'utiliser la photographie pour faire mémoire de chaque sortie. C'est-à-dire, alors je pars du principe que c'est des personnes qui sont en l'EHPAD, qui sont vieillissantes, où il faut travailler justement du côté de la mémoire, la vivifier, c'est quelque chose de très important. Et donc, la photographie peut être donc quelque chose de très intéressant, et en sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que chacun maintenant dispose plus ou moins d'un portable, ou alors c'est assez facile maintenant de se procurer des outils pouvant faire des photos, tablettes et autres outils voilà, électroniques, technologiques. Ensuite, ces photographies, eh bien, ils serviront à favoriser l'expression individuelle suite à chaque sortie, c'est-à-dire concrètement, là encore, choisir ensemble des photos. Par exemple, le lendemain de la sortie, on fait un atelier et on décide que chacun va choisir une photo qu'il a prise, et ensemble, on va faire un petit album pour chaque sortie, et à chaque fois, bah, on constitue un grand album sur l'année, et pourquoi pas après faire une soirée au vidéoprojecteur. Rappelle-toi qu'on a été voir les ortillonnages, rappelle-toi quand on a été au château de Compiègne, rappelle-toi lorsqu'on a été visiter voilà, un espace en bord de mer, en baie de Somme, etc. Eh bien, rappelle-toi. Voilà. Et ben, l'idée, c'est aussi pourquoi cette photo et pas une autre, etc. Qu'est-ce qui te plaît dans cette photo? Voilà. Et ça, bah, c'est une excuse pour faire parler à la personne. Ah bah, elle va vous dire, j'ai choisi cette photo-là parce que on voit une famille au loin et ça me rappelait quand j'étais petit avec mes parents, quand on allait à la mer, par exemple. Et bien voilà. Et bien voilà, c'est-à-dire que le but de tout ça, c'est pas que ces personnes deviennent des globetrotters de la région, je veux dire des régional trotters, c'est d'abord qu'ils puissent exprimer quelque chose d'eux à travers cette activité. Donc on est toujours sur l'idée d'un prétexte à la rencontre de l'autre, et aussi permettre à la personne aussi de se rencontrer elle-même à nouveau. Voilà. Surtout si on pense à des personnes âgées qui ont l'impression parfois d'être en bout de course, et c'est vrai qu'elles sont déclassées socialement par une société où on a beau les appeler seniors, bah, à partir du moment où on est mis à la retraite et qu'on va en maison de personnes âgées, EHPAD, eh bien c'est vrai qu'on se sent parfois souvent isolé. J'ai déjà travaillé dans les EHPAD et c'est très important le lien avec la vie extérieure. Voilà. Donc pouvoir et je sais aussi que les résidents ont des photos, c'est quelque chose auquel ils sont très attachés. Voilà. C'est aussi pour eux des possibilités de se saisir du monde extérieur et de l'avoir avec soi dans son intimité. Vous voyez un petit peu comment j'ai revu les choses. Bah moi vraiment j'ai remis de l'éducatif et du sens. C'est-à-dire que tout ça, ça va me faire travailler la mémoire, ça va me faire travailler l'expression. Bah, en plus, ça fait travailler le corps. Ça leur permet tout simplement, comme on dit, de s'aérer. Il y a la bonne humeur,
valeurs, la convivialité, la socialisation qui sont au rendez-vous. Puis en plus, on peut même bosser un petit peu le repérage spatio-temporel à travers cette carte. Et tout ça, ça va améliorer à terme. Ça va dans la perspective des objectifs généraux. Alors, vous voyez un petit peu comment j'ai amené les choses. Alors, aussi, il y a des choses que j'ai virées, qui pour moi étaient soit redondantes, soit inutiles. Par exemple, j'ai à éviter maintenir une autonomie physique et renforcer la musculature, travailler l'équilibre, la coordination des mouvements, améliorer soi-même. Bon, ok, c'est bien, mais c'est pas votre boulot. AES, je veux dire, si on veut vous placer du côté éducatif, je veux dire, bon, là, qu'un kiné écrive ça, bon, qu'une aide-soignante fasse un projet, ok, je veux dire, ça a du sens peut-être parce que c'est le terme, voilà, une infirmière, quelqu'un qui est plutôt du côté thérapeutique, mais là ce sont des termes qui relèvent un petit peu du langage thérapeutique, et en plus, comment vous pourriez mesurer que le sommeil est amélioré, sur quelle base, quels critères? Alors là, bon, bonne chance, hein, je veux dire, c'est pas votre boulot là, ça c'est secondaire. Si vous faites ça par exemple avec une collègue aide-soin ou infirmière, c'est sorti, et vous en discutez, ben, vous apercevez que effectivement il s'exprime, et qu'elle, cette personne, l'autre collègue, elle dit voilà, ben moi je vois qu'au niveau corporel, physiologique, ça va mieux, ben tant mieux, ben alors voilà, vous vous complétez, c'est un super travail d'équipe. Voilà. Alors à supprimer, éviter le déclin, alors ça, bon, bon, ça veut pas dire grand chose, bon, ça rappelle qu'on va mourir, bon ok, mais c'est à partir de quand on est en déclin? Je sais pas, et apparemment vers 28-30 ans on serait à l'âge optimum, et après on déclinerait finalement. C'est une grande discussion, qu'est-ce que le déclin? Je sais pas, je sais pas. Donc évitez les termes un petit peu à l'emporte-pièce comme ça, parce que ça sert à rien. Puis surtout, vous voyez, après tous ces objectifs, ça donne une dimension vraiment négative. En gros, n'oublie pas que tu vas mourir. Bon, alors, ok. Mais pour moi, voilà, ça a vraiment une pointe sombre, ce qui est pas adapté à ce projet. Restons dans la dynamique, restons dans la vie, restons dans l'animation, faisons souffler la vie animée. Alors, voilà un petit peu comment on peut prendre les choses de façon très concrète, vous voyez. Après, comparez un petit peu avec ce que vous avez fait, interrogez-vous aussi, le décalage éventuel que vous avez pu constater, comme je vous ai demandé de vous réfléchir aussi au décalage que vous auriez pu constater ce matin à travers les mots. C'est ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que ce qu'il y avait avant et en quoi ça peut vous éclairer après, et que vous saisissiez de cet écart et de cette différence, et c'est là que la formation se fait, en fait. Voilà, voilà pour les objectifs, on aura l'occasion d'en discuter parce que je vous demanderai d'en poser pour vos activités que vous aurez à mettre en place avec vos collègues. Alors les moyens, bon bah ça arrive un petit peu plus tard, vous voyez, vraiment, là je vais faire plus court parce que pour moi c'est la partie où j'ai pas grand chose à dire. Ça m'intéresse moins, honnêtement. Bon, bah, Joseph Roussel en parle, comment on va s'y prendre, oui, combien, avec qui, quand, où, c'est des questions, combien de personnes, avec qui vous allez le faire, quel lieu, quand, voilà, c'est des choses bon, qui sont, je viens de dire, simples au final. C'est possible, pas possible, on cherche des solutions matérielles, pragmatiques, mais c'est secondaire. Pour moi, c'est secondaire. Donc, d'abord, moi, ce qui m'importe en tant qu'éducateur, c'est de faire de l'éducatif. Voilà. Après, le reste, bon, on fait avec les moyens du bord et on adapte. On adapte. On est peut-être moins ambitieux, on est plus créatif, on n'a pas de sous, ben, on récupère du matos. Voilà, on utilise, on recycle des choses, on bricole, on fait un appel à une collecte auprès des familles, auprès des collègues pour récupérer du matos. On va peut-être à Emmaüs chercher des trucs pas chers. Voilà, on se fait soutenir par un partenaire, un mécène, mais ça doit s'arrêter là. En fait, en termes de ça, c'est pas forcément ce qui prend le plus de place dans le projet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous mettiez éventuellement le déroulé d'une séance, ça peut être intéressant. Alors, justement, il faut être précis dans ce que vous allez prévoir, les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs annoncés. Voilà, c'est tout ce qui compte, c'est atteindre les objectifs annoncés. Alors, voilà, les moyens matériels et financiers, déjà vérifier ce qu'il y a dans vos structures. Il y a des choses, parfois il y a des trésors qui dorment dans des greniers, dans des placards. N'allez pas acheter des feutres alors qu'il y en a une blinde
dans des tiroirs que plus personne n'utilise, ou des craies grasses, ou je ne sais quoi. Voilà, donc allez d'abord vérifier ce qui existe. Alors, bien sûr, des collègues, hein, si c'est sûr que si vous faites une sortie, par exemple, si on prend l'exemple, une sortie promenade, bah, il vous faut un véhicule, il vous faut quelqu'un qui conduit, il vous faut un autre collègue au moins, si, ça dépend de la taille du groupe, mais ne partez jamais seul, hein, ça c'est un petit peu une consigne de sécurité évidente. Si vous arrive un problème, comment vous allez vous débrouiller? Vous pouvez être au moins deux, hein, ça paraît évident là encore. Voilà. Alors, quand vous demandez des sous, forcément, demandez un petit peu plus. C'est la règle, hein. C'est comme vous savez, à la brocante, à la raiderie, on vend un objet 5 euros en sachant qu'au final, on le soldera à 2 euros. Ouais, c'est un jeu de dupe un peu, ouais, c'est un peu fatigant tout ça, je trouve. Donc il faut monter un peu plus si vous avez un budget à demander. Puis après, la direction, établissement, a l'impression de faire une affaire en vous faisant baisser. Enfin, c'est. Voilà, je sais pas. Je vous dis ça comme ça, un petit peu désabusé, parce que je trouve ça fatigant, en fait, de toujours devoir négocier sur des sous et faire semblant qu'on fait des affaires. Enfin, pour moi, c'est chronophage et voilà, ça ne sert pas à grand-chose. On devrait nous dire, voilà, on dégage un budget et après, on fait avec, quoi, j'ai envie de dire. Puis clairement, on comprend aussi les limites de l'institution, mais l'institution, elle a aussi des objectifs à tenir d'un point de vue des partenaires qui la financent. Donc s'il y a des activités éducatives prévues, il faut qu'il y ait de l'argent pour ça, c'est tout. Point barre, hein, voilà. Alors, bien sûr, ça demande de l'engagement. Si vous dites que vous allez commencer à travailler sur l'exploration de la région et que vous arrêtez au bout de 2 fois, voilà, parce que vous avez été dans le village d'à côté à 2 reprises, enfin pas très loin, les gens ils vont rester un peu sur une frustration parce que vous leur avez vendu du rêve et finalement ça n'a pas lieu. Donc soyez là aussi, comment dire, tenez votre présence, tenez vos engagements, ça compte, hein. Les gens ils se rendent compte aussi de votre sérieux ou pas, si les engagements sont tenus ou pas. Voilà. Alors, pensez aussi aux co-intervenants. Je parlais d'un chauffeur, mais ça peut être effectivement si des problèmes qui ont des problèmes des affaires avec des personnes qui ont des problèmes de santé, ça peut être tout simplement une collègue qui est plus du côté thérapeutique ou un collègue infirmier. Enfin, voilà, tout ça c'est à penser. Une équipe soins éducatifs, ça peut être une très bonne team, hein, comme on dit, équipe. Il faut juste que on répartisse bien les rôles et que vous, éducateurs, surtout ce qui compte, parce que je veux dire, l'aide-soin ou l'infirmière va se rabattre un peu sur des choses, hein, vous voyez, techniques. Mais vous, votre technique, c'est du côté de l'éducatif, c'est-à-dire de l'expression. Et c'est là aussi que vous serez reconnu, hein, comme AES. Parce que le risque, c'est qu'on vous enlève le E et que vous soyez AS, hein, c'est-à-dire que vous mettiez nettoyer des chambres, etc. Vous soyez happé par le quotidien. Et non, le E, vous devez absolument le mettre en avant. C'est ce que j'arrête pas de faire depuis le début de ce cours. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier, par exemple, d'une AS ou d'autres professions. Et vraiment, les gens vont comprendre que vous avez une technicité, une approche différente, une façon de faire. Voilà. C'est ça défendre ce métier aussi. Voilà. Alors, présenter son projet, oui, il faut. Aucun projet, vous allez voir, je vais le marquer, ne se fait dans l'isolement. Il faut le présenter à l'équipe institutionnelle. Alors, il faut le penser avant, il faut savoir le soutenir. C'est pas le jour même vraiment qu'on commence à le lire. Tout ça se prépare. Comment dire, on développe un peu des arguments, les points forts. Vous voyez, mes objectifs étaient assez clairs au final, hein. Les gens peuvent rapidement se rendre compte de ce que ça va donner, hein. Un groupe qui part à l'extérieur et qui fait des photos et qui revient et qui rebosse, et voilà, et tout ça, ils vont dire, ah bah oui, ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler plein de choses, et là, ça va être du concret, hein. Ça pas besoin, vous voyez, il n'y a pas besoin de sortir des trucs de dingue avec du vocable ou du vocabulaire parfois qu'on ne maîtrise pas, mais il faut savoir argumenter. Plus ça sera simple en termes d'objectifs, plus ça sera clair et plus vous arriverez à justifier vos demandes. Alors, n'oubliez pas les moyens de communication, hein. Si vous faites une activité promenade et que les gens ne sont pas informés dans la résidence senior dans laquelle vous travaillez qu'il y a une activité prévue, bon c'est embêtant. Donc faites des affiches, communiquez, parlez, tout ça c'est indispensable également.
Alors ouvrir son projet, l'idée c'est aucun projet de se fait dans l'isolement. Là on va parler un peu des collègues, mais aussi des partenaires. Donc dans un partenariat, il y a toujours possibilité de développer des choses. Il y a peut-être des associations, par exemple en Picardie, qui travaillent autour du tourisme. Donc il y a aussi l'Office régional du tourisme, vous voyez, les offices locaux. Donc c'est ça aussi le partenariat. Je pense qu'il serait très intéressés par des partenariats avec des personnes en difficulté. Souvent, c'est aussi c'est un de leurs objectifs cibles en termes de public, hein, c'est-à-dire intégrer au maximum les gens de différents milieux. Donc là, ils peuvent être des soutiens super, hein, franchement. Je pense vous aurez des mines d'informations et vous apprendrez même des choses nouvelles sur votre région grâce à eux. Donc faites confiance aux partenaires, soyez créatifs, soyez à l'écoute, ouvrez-vous. Renseignez-vous, faites-vous aider, et peut-être vous aurez des guides, des visites, des, des- des visites gratuites par exemple, ou vous n'aurez aussi comme ça des liens avec des personnes qui vont être ressources. Alors il ne faut pas réduire le partenaire comme le font trop souvent certaines institutions à la dimension de tiroir-caisse, voilà. C'est-à-dire que par exemple si un office du tourisme local ou régional vous aide, à un moment peut-être inviter la personne qui vous a permis de découvrir un tas de monuments à titre gratuit, à une restitution une fois par an des photos. Ça sera l'occasion pour, par exemple, les résidents de prendre la parole, d'en discuter avec elle, puis elle se rendra compte que son boulot il sert à quelque chose. Enfin, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Euh, donc, associer les gens, ce sont des êtres humains. Osez prendre votre téléphone et tenter le coup. Moi, je l'ai fait plein de fois quand je travaillais à l'hôpital. Alors forcément, moi, j'avais des adolescents malades, ça aide. Je travaille en pédiatrie, mais les personnes âgées, on a tous des personnes âgées dans notre entourage. Je veux dire, on est aussi sensible. Pareil pour le handicap. Je veux dire, on a tous quelque part dans notre famille un lien avec le handicap, plus ou moins lointain. Donc, les gens sont sensibilisés. Les autres professionnels, même s'ils sont dans des milieux très différents, peuvent vous aider. Moi, j'ai le souvenir, par exemple à l'hôpital, je devais aller à Paris avec un groupe, et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé SNCF, je suis tombé sur une personne très sympa, j'ai demandé des tickets de train gratuits, aller-retour pour Paris. Et en fait, la dame au début m'a reçu un petit peu comme une demande quelconque, et quand je lui ai dit que je travaillais à l'hôpital, j'ai sympathisé un petit peu au téléphone avec elle quelques minutes, et elle m'a dit rapidement que l'une de ses nièces avait été hospitalisée pour une anorexie mentale et que donc elle se sentait concernée, voilà, et c'est ça, et après, vous voyez, elle nous a envoyé, elle nous a garanti 10 allers-retours par an offerts par la SNCF. Enfin, vous voyez, c'est super. C'est tout. Et la personne est très contente. Et après, régulièrement, je l'avais au téléphone. Voilà, et je lui faisais un petit retour, comment ça s'était passé. Ça, c'est tout. Voilà, c'est des choses qu'il faut entretenir. Voilà, on a besoin d'entretenir des relations humaines, et c'est pas juste on se sert de quelqu'un pour avoir quelque chose. C'est on travaille en lien, en partenariat, et c'est comme ça qu'après, à terme, on développe un réseau. Voilà. Voilà, alors oui, on peut réévaluer les projets quand c'est nécessaire, c'est même tout indiqué, voilà. Alors maintenant, proposer, vous voyez, on a fait un peu le tour, alors je récapitule un petit peu la méthodologie de projet. Tout d'abord, ça part des observations, de l'écoute, donc à partir du public. Ensuite, nous établissons un constat qui permet d'identifier une problématique ou un besoin nouveau. Ensuite, on établit c'est un petit peu en lien avec le diagnostic, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, il faut agir. Et pour agir, on met en place des objectifs éducatifs, d'accord? Ensuite, il y a la mise en œuvre du projet concrète. Et une fois que c'est terminé, on va faire ce qu'on appelle l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est quoi? On reviendra dessus, parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur aux gens, parce qu'on a du mal à le maîtriser, mais simplement on compare entre ce que j'ai prévu, par exemple, pour mon projet promenade, et la réalité du terrain, de l'action, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pris des notes à la fin de chaque sortie, etc. Et après, je me rends compte, par exemple, que j'ai surestimé ou sous-estimé des choses. Voilà.
Donc, et c'est là où et qu'on réévalue un petit peu les choses. Voilà, c'est ça l'évaluation. Puis aussi comment les résidents ont vécu les choses et comment ils pensent, eux, pouvoir développer le projet. Quand les résidents sont en capacité justement de donner des idées, tout ça, mais profitez-en. En général, c'est des mines d'or. Ils vont vous donner des orientations. C'est les premiers concernés. C'est pour eux que vous faites ça. Donc s'il y a un moyen, super de les investir. Vraiment miser à fond sur le groupe. Et le groupe vous portera, il vous le rendra, quoi. Je veux dire, c'est un échange, hein. Vous allez apprendre énormément de choses à partir du moment où vous allez établir, quand c'est possible et que vous avez bien bossé, ce qu'on appelle la confiance. Voilà. Donc le lien de confiance. Faites confiance aux personnes. Les personnes feront confiance en vous. C'est un échange là aussi réciproque qui peut se permettre justement, qui peut se réaliser dans le cadre de ces activités éducatives qui font tiers avec l'établissement. Alors toute cette histoire de triangulation, on la reverra plus tard. Gérer. Alors, bien maintenant, là, on était un peu sur la méthodologie de projet. Là, on va un petit peu voir du côté de la gestion concrète. Donc, je vais vous donner quelques conseils un petit peu en amont qu'on se rencontre et qu'on discute ensemble physiquement. Enfin, je veux dire à distance par Zoom. Mais gérer, c'est tout d'abord gérer le cadre, hein. C'est bien sûr, il vous faut un cadre. Ce cadre, c'est votre projet, hein. Donc là, vous l'avez bien balisé, vous avez bien organisé les choses et les objectifs que vous lui avez fixés, le cadre temporel, le lieu, tout ça. Et là, j'ai envie de rajouter quelque chose d'important qui est un petit peu dans le déroulé, c'est les règles. Et là, on est un petit peu dans la technique, c'est-à-dire que les personnes ont besoin d'un espace contenant, alors qu'il soit physique ou alors groupal. Et pour créer cet espace contenant, pour qu'ils se repèrent, ils ont besoin de savoir ce qu'on va y faire. Et vous, en tant qu'animateur de l'activité éducative, qu'elle se déroule dans un atelier ou à l'extérieur, dans un groupe, euh, c'est ce que vous devez un petit peu leur présenter, c'est comment ça va se passer, comment ça va avoir lieu. Parce que forcément, ils vont se faire des représentations, voire des craintes, et c'est comme ça que vous allez les rassurer. C'est-à-dire, c'est vrai, quand vous commencez une activité, vous avez envie de savoir où vous allez, qu'est-ce qui va être mis en place, comment ça va se dérouler. C'est des questionnements tout à fait naturels, liés à la nature humaine, parce qu'on est pris toujours par cette peur de l'inconnu qui nous terrasse. Là, c'est le moi, hein, le moi dominateur, le moi qui a peur, mais le soi, il a envie, le soi profond, inconnu, il a envie de découverte, mais il y a le moi qui freine. Ah bah oui, mais bon, ouais, on ne sait jamais, ça pourrait bousculer. Voilà. Alors, il faut toujours ouvrir l'activité en énonçant les règles pour que le groupe puisse se les approprier, ensuite les faire siennes. Il est important de mettre en place des rituels pour installer des repères et ainsi sécuriser les personnes. J'en reparlerai notamment lorsque je viendrai vous rencontrer à Beauvais et que je vous proposerai une activité. Ça sera une activité d'art-thérapie, puisque je suis art-thérapeute. Ça sera une initiation et je vous expliquerai au fur et à mesure, quand je vous la proposerai, pourquoi je pose des règles, pourquoi c'est important, pourquoi il faut présenter les choses avant de lancer l'activité à proprement parler, c'est-à-dire concrète, créative, et comment il faut aussi la fermer, c'est-à-dire la boucler avec justement un bilan de fin, par exemple, avec les personnes. C'est-à-dire comment on crée justement cet espace, cette zone qui est celle du groupe, ce que j'appelle un peu une bulle. Voilà. Souvent les gens ils me disent on était dans une petite bulle et on n'a pas vu le temps passer, etc. Eh bien ça ce sont des techniques. Ce sont des techniques qui sont liées à l'animation de groupe, qui sont liées à l'animation d'activité. C'est là où vous avez une dimension technique très précise que vous pouvez ensuite expliquer clairement, c'est-à-dire en disant moi quand je mets en place une activité, je travaille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si je fais ça, c'est parce que je souhaite qu'il y ait éventuellement ça. Vous voyez? Alors ça s'apprend, hein, ça met du temps.
On ne devient pas un bon forgeron du premier jour, un bon boulanger du premier jour, un bon éducateur du premier jour. On essuie les plâtres, on essaye de comprendre pourquoi ça a dysfonctionné, pourquoi il faut revoir des choses. Et là encore, prendre du recul. Voilà. Alors, voilà, les rituels aussi, hein, très important, on reviendra dessus. Voilà. Alors votre place, n'oubliez pas que vous êtes animateur, on l'a vu, l'atelier repose sur vous, il faut que vos participants le ressentent, c'est votre investissement qui leur donnera en grande partie envie de s'investir eux-mêmes. Voilà. L'animateur doit être à la fois présent, alors ça j'insiste, hein, ça a l'air complètement évident, mais débranchez les smartphones, mettez-vous en mode avion, soyez présent, c'est votre boulot, ça ne peut pas passer autrement que par ça, soyez présent. Contenant et disponible. Le contenance et la disponibilité vont de pair. On ne peut pas être contenant avec un groupe si on n'est pas vraiment là psychiquement avec eux. Voilà. De toute façon, ils vont rapidement le sentir, hein. Vous êtes là pour juste gagner votre vie, ou alors parce que vous n'avez pas le choix. Alors là, c'est bon. Imaginez quand vous êtes vous-même participant à un groupe et que vous sentez ça de la part de l'animateur, comment vous le vivez. Soyez empathique, soyez un petit peu, essayez d'inverser un petit peu les rôles. Alors bien sûr, inspirer la confiance, c'est ce que je disais, c'est ce lien de confiance, mais ça ne veut pas dire il faut que tu aies confiance en moi. Il faut que la personne ressente la confiance. Et c'est ça tout l'enjeu et la difficulté, je veux dire, la beauté de notre travail, c'est comment transmettre la confiance. Ah ben, ça passe par des attitudes, ça passe par des regards, ça passe par justement la capacité à ne pas juger, à ne pas bousculer, mais en même temps à inciter. Alors là encore, ça s'apprend tout doucement, mais le but c'est que vous mettiez les personnes en confiance. Et ça commence par ce que vous dégagez vous. Si vous ne vous sentez pas en confiance, s'il y a du doute qui s'installe, les personnes vont le sentir et ils partageront ce doute. Hein, si vous êtes pour X raisons malade, si vous êtes, dites-le aux gens dès le départ. Je conseille, dites voilà, je suis malade, je suis pas bien aujourd'hui. Je pense que voilà, j'ai une nez qui coule, j'ai mal à la tête. Donc vous inquiétez pas si à un moment je suis un peu patraque, c'est parce que je suis malade. Qu'est-ce qu'ils vont faire les participants? Ils vont prendre soin de vous, hein, tout simplement. Euh, si à un moment aussi c'est votre premier atelier et vous leur dites. Là, au début, je vous ai dit que c'était ma première vidéo, comment dire, expérimentale à distance. Et dites-le, dites-le. Moi, ça m'intéresse d'avoir par exemple vos retours à la fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous avez vécu ça? Et voilà, je m'expose. Je m'autorise à m'exposer avec pas ma fragilité, mais en tout cas mes doutes. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que moi qui ai l'habitude de faire en présentiel, est-ce que ça va donner quelque chose? Eh bien, je ne peux pas le savoir si vous ne me le dites pas et si je ne vous autorise pas aussi à me le dire. C'est ça, hein, sinon on verrouille, hein. Tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé, voilà. Non, c'est pas tout s'est très bien passé, c'est laisser la parole aux personnes. Alors, quelques conseils un petit peu pour terminer. Être présent et participer à l'activité, bon, ça je viens de vous en parler. Être souriant et disponible, euh, ça aussi. Ne pas faire à la place des personnes, attention à ça. Si ça avance pas comme ça vous pensez que ça devrait avancer, questionnez-vous, est-ce que vous n'êtes pas fixé la barre trop haute en termes d'objectifs, de perspectives de travail? Et si ça se fait en 3 séances plutôt qu'une, est-ce que c'est grave? Tout ça, c'est un prétexte à la rencontre. L'importance de s'adapter aux capacités des personnes, ça va avec ce que je viens de dire. Faire preuve de souplesse lorsque nécessaire. Voilà. De temps en temps, ça dérape un peu, ça discute, alors que ça devrait bosser, ça échange, ça dérive un peu, mais c'est pas grave. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Si vous voyez que c'est favorable à l'expression des personnes et que ça les libère un petit peu, accueillez. Accueillez ce qui se passe. Alors savoir se faire oublier, ne pas être trop envahissant, oui, hein, parce qu'à chaque fois si vous êtes debout pendant que les autres sont assis et que vous faites le maître d'école en disant c'est bien, c'est beau, oh là là, tu travailles. Non mais moi j'aime pas avoir quelqu'un personnellement derrière mon épaule sans cesse qui vient regarder ce que je fais, hein.
temps en temps, vous pouvez passer dans le groupe pour montrer que vous êtes disponible, présent et que vous êtes intéressé, mais n'allez pas jeter un regard voilà, trop scrutateur sur le travail des personnes. Ça peut être vécu comme un peu envahissant et surtout les troubler. Veiller à n'exclure personne, si une personne ne fait rien et qu'elle ne perturbe pas les autres, ça n'a rien de dramatique. À mon sens principal, si elle est dans le respect, etc., ben peut-être qu'elle n'est pas en forme et ça se discute, et peut-être qu'elle est fatiguée. Et c'est des questions comme ça que vous devez lui poser. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es fatigué? Je te sens pas très bien? Voilà. Hein, si la personne, par exemple, elle dort sur la table, c'est qu'il y a certaines bonnes raisons. Puis peut-être elle va vous répondre comme moi ça m'arrivait pour certains adolescents à l'hôpital, bah oui, le psy m'a donné un traitement, et je le vis mal, le médecin, là, il comprend pas, tout ça. Et voilà, en fait, c'est pas contre moi qu'il dort, finalement, c'est qu'il exprime un état de souffrance, de fatigue, et moi j'essaye de venir lui mettre des mots, et je peux lui dire, à un moment, si c'est trop compliqué pour toi, eh bien je vais te proposer de remonter. Voilà. Ensuite, quelques conseils encore, quelquefois l'activité prévue n'a pas le résultat escompté, ce n'est pas grave, ce qui compte avant tout, c'est le moment vécu avec les personnes. Alors, il n'y a pas de moche, il n'y a pas de beau, hein, ce sont des notions abstraites, un jugement qui n'engage que la personne qui s'exprime. Quelques conseils, quelquefois l'activité, pardon, excusez-moi, soyez patient, il faut souvent plusieurs séances, parfois des mois, pour que des personnes se mettent au travail ou qu'elles accomplissent un premier progrès. Voilà, donc patience. Tout vient de vous, tout vient aussi de la posture que vous allez comment dire, prendre. Hein. N'oubliez pas que les participants vont se projeter sur vous. Hein, il y a un phénomène transférentiel qui va se mettre en œuvre. Et il y aura des phénomènes de transfert et de contre-transfert. On pourra aborder ça, ces notions un petit peu psychologiques, mais ce n'est pas rien, tout ce que vous montrez, tout ce que vous vivez avec eux. Voilà, alors un petit peu, j'ai fait large, ça aborde énormément de choses. Alors, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve là pour débriefer en direct sur Zoom. Ce que je vous invite à faire, c'est au moins, écrire une question. C'est-à-dire, je vous demande de réfléchir à une question que vous allez me poser, que vous vous posez vous-même, au moins une question sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, sur éventuellement le cours, sur le projet, sur comment gérer l'activité. Ça peut être une question en lien avec votre expérience professionnelle, et je ne garantis pas que j'aurai la réponse, mais ça sera l'occasion d'échanger et d'apprendre ensemble, de chercher des solutions à des problèmes qui se posent. Voilà. Alors, je vous laisse là. On se voit après par Zoom. Je serais ravi de faire votre rencontre, même à distance. Voilà. Donc, à tout de suite. Et n'oubliez pas d'écrire vos questions.